Chaucron, je rappelle que vous êtes neuropsychologue à la Fondation Rothschild à Paris. Alors, la semaine dernière, vous nous avez expliqué qu'on pouvait avoir un QI, donc un quotient intellectuel bas, sans pour autant avoir un trouble intellectuel. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent affecter, en fait, de manière ponctuelle, cette mesure? Oui, alors on l'a vu, hein, si on a un trouble visuel ou gestuel ou un trouble attentionnel, on peut voir son QI diminuer. On a vu aussi que si émotionnellement on n'était pas dans un état très disponible, on pouvait aussi avoir des difficultés. Mais il y a un phénomène qu'on connaît moins, qui s'appelle l'inhibition intellectuelle et qui concerne en fait des personnes qui n'arrivent pas à utiliser leurs capacités qui sont pourtant présentes. Et on peut voir ça soit chez des enfants qui sont un petit peu sous-estimés, hein, à qui on n'accorde pas un bon niveau intellectuel. Par exemple, des enfants qui auraient un bon niveau mais qui seraient scolarisés dans un niveau scolaire trop faible. Ou on voit ça aussi des fois chez des adultes qui sont harcelés moralement ou malmenés et qui du coup vont inhiber leurs capacités et ne pas pouvoir les mettre en jeu. Donc on peut confondre un QI véritablement faible avec une difficulté à utiliser ces capacités qui sont là. Donc il faut connaître ce phénomène. Alors vous inquiétez pas, on va intervenir sur votre micro pendant que vous parlez, ne touchez à rien. Je pense que quelqu'un va venir. Non, personne, oui, théoriquement quelqu'un va venir. Si, il arrive du fond du plateau. Voilà, faites comme si personne ne s'approchait de vous. On surveille le jeune homme. Alors, est-ce qu'il y a des bases biologiques quand même qui déterminent le quotient intellectuel? Alors de tout temps, les chercheurs ont voulu mettre en relation la taille, le volume, la forme du cerveau avec les capacités intellectuelles. Et encore aujourd'hui, ça se perpétue parce que la neuroimagerie fonctionnelle essaye de faire la même chose. Et donc il y avait ce fantasme que plus on avait un gros cerveau, un cerveau volumineux ou lourd, plus on était intelligent. Et donc pendant longtemps, on a pensé que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, puisqu'elles avaient un cerveau... Il n'y a que des hommes pour penser une chose pareille. Exactement, puisqu'elles avaient un cerveau moins lourd que celui des hommes. D'ailleurs, demain soir, ça me permet d'en parler, parce que demain soir, sur France 2, en prime time, effectivement, on va parler des différences hommes-femmes et de cette question de taille du cerveau, d'intelligence, etc. Voilà. Donc, alors quand je dis on, c'est dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Bien évidemment, je fais ma petite pub parce que vous faites la vôtre demain. Je ferai la mienne demain, il n'y a pas de souci. Donc on peut commencer à donner quelques informations sur le sujet. Donc pendant longtemps, on a dit les femmes sont moins intelligentes que les hommes parce qu'elles ont un cerveau moins lourd, jusqu'à ce qu'on pense à mettre en rapport la taille du cerveau et la taille du corps. Auquel cas, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près le même rapport. Et puis on sait qu'Albert Einstein, dont on sait qu'a priori il était intelligent, avait un cerveau considérablement moins lourd que la moyenne, 1200 grammes contre 1500 en moyenne. Et puis on sait que la baleine bleue a un cerveau 4 fois plus lourd que l'homme, et pourtant personne n'irait dire que la baleine bleue est plus intelligente que l'homme. Donc ça a servi aussi à réhabiliter l'intelligence des femmes. Est-ce qu'on peut quand même améliorer son QI? Alors en fait, on sait depuis toutes les études sur la plasticité cérébrale que l'expérience sert à améliorer les capacités et peut même modifier notre cerveau. Et il en va de même pour les tests de QI. Évidemment, si on s'entraîne, on va améliorer notre score, ce qui ne veut pas dire qu'on va devenir plus intelligent. Ça veut juste dire qu'on devient plus rapide, plus efficient, plus performant, et que du coup on a un score beaucoup plus élevé. Donc effectivement, l'entraînement peut aider, d'où le développement de plein de sites et plein de livres pour améliorer son QI. Et d'ailleurs, dans les pays industrialisés, les QI sont plus importants que dans d'autres pays? Alors effectivement, en fait, on pense même que le QI s'améliore au cours du temps dans les pays industrialisés, pas parce qu'on devient plus intelligent, mais parce qu'en fait, sans doute, parce qu'on a une meilleure éducation, alimentation, un mode de vie plus sain, et qu'on est plus habitué à répondre à ce type de questions, le QI s'élève. Mais a priori, c'est pas que les générations sont de plus en plus intelligentes. Est-ce qu'il y a des pays aussi où on a regroupé, c'est le cas en Israël, hein, où il y a plein des gens qui sont venus finalement du monde entier, la diaspora. Qu'est-ce que ça a eu comme influence? Alors en fait, justement, c'est une preuve de plus que la culture influence le score de QI, parce que évidemment, ces tests sont formatés pour des gens qui ont été habitués, qui ont été dans un système scolaire équivalent au nôtre, qui sont habitués à répondre à certaines questions, qui partagent la même langue que nous. Et évidemment, si demain on doit tester quelqu'un qui vient d'une culture totalement différente, on n'a pas de moyen de tester son efficience intellectuelle. Et donc en Israël, il y a un psychologue qui s'appelle Reuven Feuerstein, à qui vous avez consacré déjà des reportages, qui s'est retrouvé dans une situation difficile parce qu'il devait tester des populations migrantes, donc soit les populations d'Europe de l'Est après la Shoah, soit les Juifs qui venaient d'Éthiopie et qui n'avaient jamais été scolarisés. Et il fallait il fallait les tester pour pouvoir les orienter correctement d'un point de vue de l'éducation
sur le plan professionnel. Et donc, ils n'avaient pas de test. Évidemment, s'il leur avait fait passer des tests de QI classiques, exactement, ils auraient tous eu un score très abaissé. Et donc, il a eu l'idée de développer des tests totalement différents du QI, qui testent en fait soit la capacité à apprendre quelque chose de nouveau, soit la capacité à résoudre ou à s'adapter à une situation nouvelle. Et donc, il a proposé qu'on remplace les tests de QI classiques par ces tests qui s'appellent en gros potentiel d'adaptabilité ou d'apprentissage pour évaluer réellement leurs capacités. Ça veut dire que les tests de QI classiques, on les met à la poubelle? Alors, je ne sais pas si on les met à la poubelle, mais en tout cas, chez les sujets qui présentent des contre-indications, c'est-à-dire qui seraient trop émotifs, avec des troubles attentionnels, avec des troubles perceptifs ou présentant un handicap, on pourrait proposer ces tests qui ne sont pas du tout liés de manière trop importante à l'éducation ou au langage. Et on pourrait aussi se souvenir pour toujours que si un score de QI est supérieur à la moyenne, certes, du coup, on est rassuré sur le niveau intellectuel de la personne, mais il faut se souvenir qu'un QI bas ne veut pas dire forcément qu'on a un trouble intellectuel. Donc on peut s'en servir si c'est pour aider la personne. Donc imaginons que ce soit fait pour le prendre en charge, alors on peut s'en servir, voire même tester plusieurs fois la personne et le comparer à lui-même pour voir s'il progresse. Mais comparer ce sujet à une norme n'a que vraiment très peu d'intérêt. Merci beaucoup pour cette série de chroniques qui était très intéressante. Merci à vous.